Pensez-vous que la famille royale doit évoluer pour s'adapter aux temps nouveaux ou doit-elle s'en tenir à ses traditions ancestrales? Le palais de Buckingham est en ébullition après la décision surprise du prince William concernant les titres royaux, en particulier pour les enfants de la duchesse Sophie. Cette décision reflète non seulement une nouvelle vision de la monarchie, mais soulève également de nombreuses questions sur l'avenir de la famille royale britannique. S'agit-il d'une initiative audacieuse visant à moderniser la famille royale, ou y a-t-il autre chose? Explorons la vérité derrière cette décision et ses implications. Changement de titre dans la famille royale britannique. La famille royale britannique a toujours suivi des traditions de longue date en ce qui concerne l'attribution de titres à ses membres, mais des changements notables ont eu lieu au fil du temps. L'une des décisions récentes les plus importantes a été la création du prince Edward, le frère cadet du roi Charles III, en tant que duc d'Édimbourg, ce qui a entraîné des changements dans les titres des membres de sa famille. Le 10 mars 2023, à l'occasion de son 59e anniversaire, le prince Edward a officiellement reçu le titre de duc d'Édimbourg, titre qui appartenait autrefois à son père, le prince Philip. Cette décision a été prise par le roi Charles III pour honorer l'héritage du prince Philippe et reconnaître les contributions du prince Edward à la famille royale britannique. Suite à ce changement, son épouse Sophie a également changé son titre pour celui de duchesse d'Édimbourg, au lieu de son titre précédent de comtesse de Wessex. Le changement de titre du prince Edward a été suivi d'un ajustement du titre de son fils. James, auparavant connu sous le nom de vicomte Severn, a désormais hérité du titre de son père, comte de Wessex. Lady Louise Windsor, la fille aînée d'Edward et Sophie, a conservé son titre actuel de Lady en raison du système de titres familiaux dominé par les hommes. Le rôle du prince William dans le changement du titre de famille du duc d'Édimbourg fait l'objet d'une certaine controverse. Certaines sources non officielles ont suggéré que le prince William aurait pu influencer la décision de moderniser la monarchie. Cependant, la décision de créer un titre revient au roi Charles III, qui a le pouvoir de décider des titres au sein de la famille royale britannique. Il n'existe aucune preuve officielle que le prince William ait joué un rôle direct dans ce changement. Ce changement représente non seulement la poursuite de la tradition royale britannique, mais reflète également la vision du roi Charles III d'une monarchie plus moderne et plus rationnelle. Le maintien du titre de duc d'Édimbourg dans la famille d'Édouard témoigne de la reconnaissance de sa contribution aux activités royales. Dans le même temps, le maintien du titre de Lady pour Louise Windsor témoigne également du respect des règles d'héritage établies de longue date. Bien que ce changement ait fait l'objet de nombreux débats, il est clair qu'il s'agit d'une étape stratégique dans la restructuration des titres royaux britanniques, garantissant le maintien de la monarchie dans la nouvelle ère. Une annonce royale. Une décision aux proportions sismiques a fait vibrer tout le palais de Buckingham. Deux membres de la famille royale plutôt discrets, Lady Louise Windsor et James, comte de Wessex, ont été directement touchés par l'approbation d'un changement de titre par le prince William, héritier du trône. Il s'agit d'une décision sans précédent prise par le prince William. Avec cette décision, un changement important dans la politique royale s'est produit. Un changement qui est conforme à la vision contemporaine de William pour la monarchie du Royaume-Uni. Pendant de nombreuses années, la monarchie a tenté de trouver un équilibre délicat entre la préservation de traditions vieilles, de plusieurs centaines d'années, et l'adaptation aux exigences en constante évolution du 21e siècle. Maintenant que le roi Charles III est confronté à des problèmes de santé et que l'opinion publique sur la famille royale est en constante évolution, le prince William a décidé d'agir. Ces deux jeunes membres de la famille royale, Lady Louise Windsor, âgée de 20 ans, et James, âgé de 16 ans, sont les seuls enfants du prince Edward, duc d'Édimbourg et de Sophie, duchesse d'Édimbourg, et ils sont au centre de ce choix. D'un autre côté, Louise et James ont été élevés dans le plus grand respect de leur vie privée et de leur développement personnel, contrairement à leurs cousins qui sont nés sous les feux de la rampe. Plutôt que de leur accorder le titre de Son Altesse royale, sort dès la naissance, leurs parents ont pris la décision délibérée de s'en abstenir. Cette décision leur a permis de vivre une enfance assez typique.
Il semblerait que la période de retenue calme soit terminée, comme en témoigne la déclaration faite par le palais de Buckingham, qui remonte à ce qui semble être il y a à peine 1 minute. Par ce jugement, Lady Louise Windsor et James, comte de Wessex, sont reconnus comme des membres de la famille royale qui jouent un rôle important. C'est une décision qui reconnaît leur capacité à servir la couronne dans une monarchie contemporaine et en développement que le prince de Galles a soumis une suggestion formelle pour leur engagement accru dans les tâches royales. Cette recommandation a été approuvée par Sa Majesté le Roi. Même si la phrase est brève, les conséquences sont assez importantes. Cette décision représente un revirement significatif par rapport à l'attitude auparavant inflexible du roi Charles sur le sujet d'une monarchie réduite. Il était largement admis que le roi, le prince de Galles et le prince George seraient les seuls membres de la famille royale à assumer la majorité des obligations royales dans les années à venir. Cette attente a persisté pendant de nombreuses années. Actuellement, il semble que le vent tourne. Mais pour l'instant, la détérioration de la santé du roi Charles III est un facteur, selon ceux qui connaissent la situation. En raison de sa participation réduite aux événements publics, le prince William est désormais responsable d'une plus grande partie des tâches royales. Dans le même temps, le départ du prince Harry et de Meghan Markle de leurs fonctions royales, ainsi que le vieillissement des membres de la famille royale, ont créé des vides qui doivent être comblés. En intégrant Lady Louise et James, William veille à ce que la monarchie ne soit pas surchargée de responsabilités qu'elle ne peut assumer. Il est particulièrement significatif qu'il fasse une déclaration sur l'avenir. Une déclaration qui met l'accent sur la fidélité, le service silencieux et une attitude contemporaine face à la responsabilité. Malgré cela, la proposition a rencontré une certaine opposition. En ce qui concerne les implications potentielles de cette décision pour l'avenir de la famille royale, les spécialistes de la royauté sont divisés. Beaucoup pensent qu'il ne s'agit que du début d'un changement plus important dans la manière dont les titres royaux sont accordés et retirés, tandis que d'autres estiment qu'il s'agit d'une étape pratique dans le processus de renforcement de la monarchie. Une chose est sûre, malgré toutes les conjectures et les discussions en cours, le palais de Buckingham, qui est l'héritage du duc d'Édimbourg, un titre chargé d'histoire, a fait un pas audacieux en allant dans cette direction. Il est impossible de raconter l'histoire de Lady Louise et James sans d'abord se plonger pour la première fois dans l'histoire du titre de duc d'Édimbourg de leur père. Ce titre est considéré comme l'un des plus importants de la famille royale britannique. Il est étroitement lié à l'héritage du prince Philippe, qui l'a détenu pendant plus de 7 décennies jusqu'à son décès en avril 2021. En reconnaissance du fait que le prince Philippe est issu des familles royales grecques et danoises, le roi George VI lui a accordé le titre de duc d'Édimbourg à l'occasion de son mariage avec Élisabeth, alors princesse de Galles, en 1947. Pendant plus de 7 décennies, le prince Philippe a utilisé sa position pour lutter en faveur de l'éducation, du développement de la jeunesse et des initiatives environnementales mondiales. Son héritage le plus durable est le prix du duc d'Édimbourg, un programme mondial qui a eu un impact significatif sur la vie de millions de jeunes. À la mort du prince Philippe en 2021, son fils Charles, alors prince de Galles, a automatiquement hérité du titre. Charles devint immédiatement le prince de Galles. D'un autre côté, le titre fut rendu à la couronne lorsque Charles succéda au trône en septembre 2022, ce qui créa un doute sur l'avenir de la couronne. Historiquement, il avait été prévu et même convenu que le prince Edward, le plus jeune fils de Philippe, hériterait finalement du titre. C'était le cours des événements qui avait été prévu. Selon une déclaration publiée par le palais de Buckingham en 1999, il a été confirmé que Philippe et la reine Élisabeth avaient exprimé leur souhait qu'Edward hérite du duché d'Édimbourg dès qu'il serait disponible. Cependant, le roi Charles s'hésitait à accorder ce souhait. Pendant les 6 mois qui ont suivi son accession au trône, Charles a longuement réfléchi à l'opportunité de conférer le titre à son jeune frère. Selon certaines sources, le roi hésitait à renoncer à ce titre car il envisageait une monarchie réduite, une stratégie visant à ne garder sous les feux de la rampe que les membres les plus anciens de la famille royale. Malgré cela,
le 10 mars 2023. Après des mois d'incertitude, le roi Charles III a officiellement accordé le titre au prince Edward. Cette décision a été à la fois un soulagement et une surprise pour de nombreux admirateurs de la famille royale. L'annonce officielle publiée par le palais de Buckingham était la suivante. Le roi est heureux de conférer le duché d'Édimbourg au prince Edward à l'occasion du 59e anniversaire de son Altesse royale. Son Altesse royale conservera ce titre toute sa vie. Pour le prince Edward, qui avait passé des décennies à soutenir les activités caritatives de son père et à occuper une position modeste mais engagée au sein de la famille royale. Ce fut un moment de rédemption. Il était membre de la famille royale depuis des décennies. Cependant, la décision était accompagnée d'une stipulation qui aurait un impact significatif sur l'avenir des enfants de Wessex. Contrairement à d'autres duchés héréditaires, James n'héritera pas de ce titre, même s'il détient désormais le titre de comte de Wessex. Au lieu de cela, le duché d'Édimbourg sera rendu à la couronne après la mort du prince Edward, ce qui permettra de le redistribuer à un moment donné dans le futur. Les spécialistes des affaires royales pensent que le prince Louis, le plus jeune fils du prince William et de Kate, princesse de Galles, est le candidat le plus probable pour recevoir cet honneur à l'avenir. Cette approche stratégique garantit que le titre continuera d'être étroitement associé à la ligne directe de succession s'il est maintenu. L'un des héritiers royaux qui a été élevé à l'époque contemporaine est James, comte de Wessex. James, comte de Wessex. L'attention du public se porte désormais sur James Alexander Philip Theo Mountbatten Windsor, plus souvent appelé James, comte de Wessex. Cela intervient alors que le palais de Buckingham se prépare à une nouvelle ère. James, qui n'a que 16 ans, est le plus jeune neveu du roi Charles III et, à partir de 2004, il sera le 16e dans l'ordre de succession au trône du Royaume-Uni. Cela contraste fortement avec sa position à la naissance, où il était 8e dans l'ordre de succession sous le règne de sa grand-mère, Lorraine Elizabeth Voigt. La naissance de James a eu lieu le 17 décembre 2007 à l'hôpital de Frimley Park, qui est de plus en plus associé aux naissances royales, car il est facilement accessible pour les membres de la famille qui résident à Bagshot Park. La naissance de James a été très discrète, surtout par rapport aux naissances très médiatisées de ses proches. Cela reflétait le choix de ses parents d'opter pour une éducation plus sobre dans l'ensemble. Même s'il avait immédiatement droit à un titre princier en vertu des lettres patentes de 1917, ses parents, le prince Edward et Sophie, duchesse d'Édimbourg, ont décidé de ne pas le nommer Prince James. Ils lui ont plutôt accordé le titre de courtoisie de vicomte Severn, en hommage aux origines galloises de Sophie. Ils ont pris cette décision dans le but plus large d'élever leurs enfants loin de l'attention qui avait traditionnellement été un problème pour les jeunes membres de la famille royale. Pendant une grande partie de son enfance, James a fait très peu d'apparitions en public. Il a d'abord fait ses études à Legal House School, une école préparatoire réputée située dans le Berkshire. Il a ensuite intégré le Radley College, un établissement indépendant réputé de l'Oxfordshire, réservé aux garçons. Ses parents ont accordé une grande importance à son éducation, soulignant avec insistance l'importance de trouver un équilibre entre les obligations de la famille royale et la poursuite de son épanouissement personnel. Cependant, même si James a passé son enfance loin des projecteurs, sa présence au sein de la famille royale n'a jamais complètement disparu. En 2016, il a fait sa première apparition publique lors d'un événement royal important, en participant au défilé de carrosses qui s'est tenu pendant le Trooping the Colour. Au cours de ces dernières années, il a été présent à plusieurs événements importants, notamment les célébrations commémorant le jubilé de platine de la reine Élisabeth II en 2022 et le couronnement du roi Charles III en 2023. Après le décès de la reine Élisabeth II en septembre 2020, James a vécu l'une des expériences les plus marquantes de sa jeune vie avec le décès de la monarque. À l'époque, James n'avait que 14 ans lorsqu'il a rejoint sa sœur Louise et 6 de ses cousins royaux pour veiller le cercueil de leur grand-mère à Westminster Hall. Malgré une enfance plutôt solitaire, cet hommage silencieux a démontré qu'il avait un profond sentiment de responsabilité, prouvant qu'il était un jeune prince profondément attaché à sa famille.
La question la plus importante qui reste à résoudre est de savoir si James assumera ou non un rôle officiel au sein de la famille royale. Le changement de son titre en comte de Wessex, survenu il n'y a pas si longtemps, témoigne d'une prise de conscience croissante de sa position au sein de la famille. D'un autre côté, tout comme pour sa sœur, la décision d'adopter le style HRH, sa très gracieuse majesté, lui appartiendra lorsqu'il aura 18 ans en décembre 2025. Selon les personnes qui connaissent la situation, le comportement discret de James est similaire à celui de son père. James pourrait choisir une carrière discrète, éventuellement au service de la monarchie dans une fonction auxiliaire plutôt que d'être un membre actif de la famille royale. Cependant, les exigences en constante évolution de la famille royale, associées aux initiatives délibérées du prince William pour soutenir la jeune génération, pourraient jouer un rôle dans le choix final de James. Lady Louise Windsor pourrait-elle être en passe de devenir duchesse? Louise Windsor. Lady Louise Windsor a été un véritable joyau caché au sein de la famille royale. Sir James, comte de Wessex, a été élevé dans une dignité tranquille. Lady Louise Windsor a été élevée dans la même catégorie. Maintenant que le prince William a choisi de l'inclure dans le groupe, beaucoup de gens se demandent si cette jeune royale va occuper une position bien plus importante que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Le 8 novembre 2003, Lady Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten Windsor naît prématurément, et son arrivée au monde est marquée par des circonstances exceptionnelles. Le décollement placentaire de sa mère, Sophie, alors comtesse de Wessex, est une complication importante qui nécessite une césarienne d'urgence à l'hôpital de Frimley Park. Lorsque son père, le prince Edward, était en visite officielle à l'île Maurice, il a été surpris par la nouvelle de son accouchement prématuré. Il s'est alors dépêché de rentrer chez lui pour être auprès de sa femme et de sa fille. Son éducation a été marquée par un grand sens de la grâce et de l'équilibre, des qualités qui ont fait d'elle une favorite parmi ceux qui suivent la famille, la famille royale, etc., malgré des débuts de vie difficiles. En revanche, c'est une grande humilité qui la distinguait véritablement des autres. Contrairement à ses proches parents royaux, Louise a passé ses années de formation loin des feux de la rampe des médias. Elle a fréquenté l'école St. George's à Windsor avant de s'inscrire à l'école St. Mary's à Ascot. L'un des aspects les plus significatifs de la vie de Louise a été la relation qu'elle a entretenue avec le prince Philippe. De tous ses petits-enfants, elle était sans aucun doute celle qui était la plus proche de lui. Elle partageait son enthousiasme pour l'attelage, un sport que Philippe a pratiqué toute sa vie. Le fait que Louise ait pu hériter des poneys et de la calèche de son grand-père était un geste sincère qui a permis de renforcer le lien profond qui les unissait. Les apparitions de Louise lors d'événements royaux importants, tels que le Trooping the Colour, les célébrations du jubilé de platine et les funérailles nationales de la reine Élisabeth II, ont révélé sa personnalité calme et posée. Et bien que sa présence publique soit restée très discrète pendant plusieurs années, c'est sa participation à la veillée de 15 minutes qui a eu lieu pendant l'exposition de la reine, avec son frère James et leurs proches de la famille royale, qui a véritablement marqué un tournant dans sa vie. Le respect et l'adoration de la jeune génération pour leur grand-mère décédée étaient évidents à ce moment historique et intensément personnel. Au-delà de ses obligations en tant que membre de la famille royale, Louise est également entrée dans l'histoire à part entière. En 2022, lorsqu'elle a commencé à travailler dans une jardinerie, elle est entrée dans l'histoire en étant la première princesse à occuper un emploi d'été. Même si elle était la petite fille de la reine Élisabeth II, elle n'était pas au-dessus de contribuer à son bien-être financier, comme en témoigne sa décision, qui a été très applaudie pour son caractère direct. En septembre 2022, Louise est devenue étudiante à l'université de St. Andrew, où elle apprend actuellement l'anglais. Ceux qui s'intéressent à la famille royale ont remarqué que c'est dans le même établissement que le prince William a rencontré Catherine, qui est aujourd'hui la princesse de Galles. Il s'agit d'une similitude intéressante qui n'a pas été ignorée. D'autre part, le choix le plus inattendu qu'elle a fait a été en 2024, lorsqu'elle a rejoint le University Officers Training Corps, parfois appelé UOTC, associé à l'armée britannique. Non seulement elle embrassait la discipline et le leadership,
mais elle s'intéressait également à un éventuel poste militaire, un domaine normalement réservé aux membres de la famille royale en activité. Cette décision a été considérée comme une étape audacieuse qui indiquait qu'elle s'intéressait à ces deux choses. Suite à la décision du prince William d'élever Louise, de nombreuses personnes commencent à spéculer sur la possibilité qu'elle reçoive un jour le titre de duchesse à part entière. Certaines autorités affirment que, puisqu'elle est la petite-fille directe de la reine Élisabeth II, elle fait partie des membres de la famille royale, les mieux placés pour assumer un rôle plus important dans le soutien à la monarchie. Louise a déjà atteint l'âge de 18 ans et peut donc choisir d'accepter ou non son titre royal. Ce qui n'est pas le cas de James, qui sera bientôt confronté à une décision concernant son statut de sort, même si sa mère Sophie avait précédemment déclaré qu'elle refuserait très certainement. Les événements ultérieurs indiquent que ce n'est pas le cas. Mais si nous parlons de James et Louise, il est hors de question de passer outre leur mère, la duchesse Sophie, la place unique de la duchesse dans la famille royale. Elle a fait preuve d'une persévérance tranquille et a gagné le respect de la famille royale pendant son séjour en son sein. Dans les années qui ont suivi son mariage avec le prince Edward en 1949, elle est devenue l'un des membres les plus dignes de confiance et les plus appréciés de la famille royale. On considère souvent qu'il est l'un des plus proches et des plus dignes de confiance de la reine Élisabeth II durant ces dernières années. Il était bien connu qu'elle entretenait un lien formidable avec la défunte reine. La reine et Sophie avaient une relation particulièrement forte. Selon plusieurs initiés de la famille royale, Sophie accompagnait régulièrement la reine au château de Windsor pour le thé de l'après-midi, où elle s'engageait dans de longues discussions sur la famille, la responsabilité et le monde en constante évolution de la monarchie. Sophie est devenue une conseillère appréciée en raison de ses liens étroits avec la famille royale, en particulier dans les domaines concernant la jeune génération de parents royaux. Le fait qu'elle n'ait jamais faibli dans son dévouement aux responsabilités royales, aux engagements diplomatiques et aux causes philanthropiques a consolidé sa position de pierre angulaire de la famille royale. Une personne qui fait rarement la une des journaux pour sa controverse, mais qui est souvent félicitée pour les efforts qu'elle déploie. Néanmoins, malgré ses nombreuses réalisations, elle n'a jamais reçu de titre particulier. Un titre qui aurait pu changer la trajectoire de sa personnalité publique. Peut-être pour toujours. Dans une révélation qui a piqué l'intérêt de ceux qui suivent de la famille royale, un courtisan a déclaré que le prince Edward était censé devenir duc de Cambridge lors de son mariage en 1999. Le titre, qui a ensuite été conféré au prince William et à la princesse Kate, était l'un des titres les plus importants de l'histoire de la noblesse britannique. On film, en revanche, a été la raison pour laquelle le prince Edward lui-même a décidé de prendre une autre direction. Un revirement d'événements que très peu de gens auraient pu prévoir. Une personne qui avait travaillé auparavant comme assistant au palais a déclaré qu'Edward avait regardé le film Shakespeare in Love, qui mettait en scène un personnage connu sous le nom de comte de Wessex. Il a été dit qu'Edward, captivé par la sonorité du nom, avait approché la reine Élisabeth II et lui avait demandé de lui succéder en tant que monarque. Dans un rare élan de générosité, la reine a approuvé sa demande et, par conséquent, Edward et Sophie ont été élevés au rang de comte et comtesse de Wessex, au lieu de conserver le titre de duc et duchesse de Cambridge avant leur mariage. Bien que la décision ait pu sembler sans importance à l'époque, elle a finalement eu un impact significatif sur leur carrière au sein de la famille royale. Il est possible que leur profil et leur fonction auraient été considérablement plus importants au cours des premières années s'ils avaient été mariés et s'ils avaient reçu le titre de duc et de duchesse de Cambridge. Ayant été promus au statut de duc et de duchesse d'Édimbourg, un poste qui commémore l'héritage du prince Philippe et s'accompagne d'un sens renouvelé de l'objectif, de l'héritage de la reine et du testament non écrit. Sophie et Edward possèdent enfin un titre ducal après des décennies d'attente. Alors que le palais de Buckingham peine à s'adapter au changement de titre que le prince William a accepté, un autre élément de la transition de la monarchie continue de rester dans l'ombre. Il s'agit de l'héritage que la reine Élisabeth II a laissé derrière elle. Une grande partie de l'attention accordée ces derniers temps a été dirigée vers la jeune génération qui assume ses tâches respectives. Cependant,
Le départ de la défunte reine a représenté une transformation encore plus importante, qui a dépassé les titres et les devoirs et englobé l'héritage, l'argent et le maintien de la tradition royale. Dans l'histoire du Royaume-Uni, la reine Élisabeth II détient le record du monarque ayant régné le plus longtemps. Elle a régné sur la couronne pendant 7 décennies, au cours desquelles elle a constitué un soutien indéfectible à travers les guerres, les bouleversements sociétaux et les changements d'opinion publique sur la monarchie. Après son départ, la monarchie s'est retrouvée à la croisée des chemins, naviguant dans une ère de transition et d'adaptation contemporaine sous le règne du roi Charles III. C'était une situation difficile dans laquelle la monarchie se trouvait. Néanmoins, au milieu des adieux cérémonieux, des hommages officiels et de la tristesse mondiale, une question planait sur le palais de Buckingham et la famille royale. Il s'agissait de son testament et de la dispersion de ses énormes richesses et biens à travers le monde. Comparé au testament des Britanniques ordinaires, celui d'un souverain est généralement scellé. Il s'agit d'une norme royale qui protège la vie privée de la famille et maintient la stabilité de la monarchie. En 1911, le testament du prince François de Teck a été gardé secret pour éviter la controverse qu'aurait provoqué son don à une dame qui n'était pas membre de la famille royale. C'est à ce moment-là que la coutume a commencé. Depuis lors, plus de 30 testaments royaux n'ont pas été rendus publics. L'un d'entre eux est le testament du prince Philippe, duc de Dimbourg, qui était l'époux aimant de la reine Élisabeth II. Son testament a été scellé pendant 90 ans jusqu'à son décès en avril 2021. En ce qui concerne la reine Élisabeth II, le même niveau de confidentialité est appliqué. Étant donné que le testament de la reine a été scellé pendant une longue période, aucune information officielle concernant la répartition de sa fortune ou de ses objets précieux n'a été divulguée au public. Après le décès de la reine Élisabeth II, la question de la répartition de ses biens a attiré l'attention du public et des observateurs de la famille royale. Plus qu'une simple question d'héritage, la répartition des biens reflète une réflexion approfondie sur l'avenir de la monarchie britannique et l'héritage de la reine. Cependant, l'histoire, la tradition et les précédents fournissent un aperçu fascinant de la manière dont ces domaines, ses bijoux et sa fortune personnelle pourraient être répartis entre ses héritiers. Contrairement aux domaines royaux, évalués à environ 16 milliards de livres sterling et qui restent la propriété de la monarchie elle-même. La fortune de la reine, estimée entre 370 et 500 millions de livres sterling, ne relève pas de la compétence de l'institution royale. Ses domaines privés de Sandringham et de Balmoral, ainsi que sa collection historique de bijoux, devraient être transmis conformément à la tradition royale. Cependant, alors que le roi Charles III entre dans ses nouvelles fonctions, une chose est devenue claire. La répartition de la richesse ne concerne pas seulement l'héritage, mais aussi la préservation minutieuse de l'héritage de la monarchie. Chaque attribution, chaque décision stratégique et chaque titre transmis s'inscrit dans une vision plus large de l'avenir de la famille royale. L'héritage façonne la monarchie. Certaines successions étaient évidentes, même si les détails du testament de la reine Élisabeth II resteront à l'abri des regards du public. Le roi Charles III s'attendait naturellement à ce qu'il soit responsable du duché de Lancastre, un domaine privé d'une valeur de plus de 600 millions de livres, ce qui lui assurerait son indépendance financière en tant que souverain. Entre-temps, le prince William, le nouveau successeur au trône, a reçu le duché de Cornouailles, un domaine dont la valeur est estimée à plus d'1 milliard de livres. Ce domaine est la principale source de revenus du prince de Galles, outre les avoirs financiers. La détermination de ce qu'il adviendrait des palais chéris de la reine Élisabeth était de la plus haute importance. Sandringham House et le château de Balmoral étaient détenus à titre privé par la reine, contrairement au palais de Buckingham et au château de Windsor, qui sont désormais considérés comme des biens de la couronne. Sandringham étant le lieu où le roi George VI a passé ses derniers jours, et Balmoral étant le refuge le plus précieux de la reine, l'endroit même où elle a passé ses derniers moments. Les deux domaines avaient une importance sentimentale considérable. Sandringham était le lieu où le roi George VI a passé ses derniers jours. Comme on le croyait généralement, le roi Charles III était le bénéficiaire des deux domaines.
ce qui renforçait son contrôle sur 2 résidences royales d'importance historique. En outre, il a été question de la possibilité que le prince William devienne un jour propriétaire de Sandringham, ce qui serait conforme à ses fonctions croissantes en tant que futur roi. Balmoral, en revanche, a continué à servir de lieu de villégiature familiale et de résidence symbolique pour la famille royale d'origine écossaise. La collection de bijoux de la reine, quant à elle, constituait l'un des aspects les plus personnels de sa richesse. La collection de la reine comprenait environ 300 pièces, dont des diadèmes, des broches et des colliers, dont beaucoup avaient une valeur historique. Cela contraste avec les joyaux de la couronne, qui sont considérés comme des biens de l'État. Selon certaines informations, des bijoux importants auraient été délibérément distribués, et la reine Camilla, qui est maintenant la reine consort, devrait recevoir de nombreux objets pour perpétuer l'histoire royale. Parallèlement, Catherine, princesse de Galles, et la princesse Charlotte auraient reçu des objets de famille et d'une grande importance sentimentale. Cela a été fait pour s'assurer que des parties de l'héritage de la reine resteraient dans la ligne directe de succession. Mais qu'en est-il du prince Harry? Bien qu'il ait démissionné de ses fonctions royales en 2020, le prince Harry est resté le petit-fils chéri de la reine. Comme son testament est entouré de mystères, de nombreuses spéculations ont circulé sur le fait qu'elle lui ait laissé des souvenirs personnels, des lettres, des bijoux ou d'autres objets qui ont une signification personnelle importante. Le seul legs connu qui a été transmis à Harry et William provient de leur arrière-grand-mère, la reine-mère. Elle a laissé derrière elle une fortune de 14 millions de livres qui a été répartie entre les 2 générations de la famille royale. Son départ de la vie royale, en revanche, signifiait qu'il n'était plus éligible pour recevoir de l'argent du duché de Cornouailles. Ce changement financier représentait une divergence significative par rapport à son existence antérieure en tant que membre de la famille royale. L'héritage le plus important que la reine Élisabeth II a laissé à sa famille n'était pas la richesse des biens matériels, mais plutôt l'héritage de la responsabilité, de l'endurance et de la continuité. Le transfert d'actifs, qu'il s'agisse de domaines, de richesses ou de bijoux, est moins une question de gain personnel que de maintien prudent de la stabilité de la monarchie, alors que le roi Charles III commence son règne et que le prince William avance dans sa future fonction. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez en lire davantage ici. Le sens inébranlable du devoir de la reine a influencé toutes les facettes de sa vie et de son règne. Et ce sentiment d'obligation repose désormais sur les épaules de la génération qui lui succédera. Pour garantir la pérennité de l'institution, chaque titre transmis, chaque domaine préservé et chaque héritage distribué a fait l'objet d'une planification méticuleuse. Les décisions prises en matière d'héritage, de titrets et d'héritage affecteront non seulement la famille royale, mais aussi la façon dont le grand public les perçoit. En effet, la pertinence de la monarchie est de plus en plus remise en question dans la société actuelle. Pensez-vous que les titres royaux ont toujours le même poids dans le monde d'aujourd'hui? Auriez-vous pris la même décision que le prince William concernant les enfants de la duchesse Sophie? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la